La salle de la cour administrative d'appel était comble ce lundi. En quelques minutes à peine, les juges ont confirmé la validité des arrêtés préfectoraux, de quoi satisfaire le camp des partisans au projet. Le tribunal vient de dire aujourd'hui, nos jugements sont les bons et on peut continuer les travaux. Après ce passage juridique, après le passage démocratique, eh bien maintenant c'est au gouvernement d'agir et de passer aux actes. Il faut qu'il apprécie le bon moment pour le faire. Je pense que sur la forme, ils ont évacué la ZAD de Calais qui était infiniment plus compliqué que d'évacuer 200 zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Je souhaite simplement qu'ils prennent la décision, puis ce sera vraiment très bien pour la population de Loire-Atlantique et particulièrement des communes qui sont entourées par cet aéroport. Le soulagement d'un côté, la déception de l'autre. La rapporteure publique avait pourtant demandé l'annulation de ces arrêtés, mais son avis n'a pas été suivi. Les opposants au projet dénoncent donc une décision fondée sur de mauvais arguments. Quand vous voyez une série de contre-vérités qu'il y a dans le rendu de la Cour, alors que la rapporteure publique a pris le temps de démontrer l'illégalité de ce projet, bien sûr que c'est une décision politique. S'il y a intervention, il y aura bien sûr les agriculteurs viendront participer à la résistance. Il y aura plein de gens qui viendront participer à la résistance. Et je pense plus encore aujourd'hui qu'hier, vu le résultat et vu le sentiment de frustration générale qu'il y aura, quoi. Si, voilà, quand c'est un cas sur 10, c'est toujours pour Notre-Dame où ça se passe mal. C'est quand même extrêmement bizarre. Il l'assure, la mobilisation va se poursuivre, y compris sur le plan juridique. Il dispose de 2 mois pour présenter un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Un recours qui ne pourra pas empêcher le début des travaux à Notre-Dame-des-Landes. En fait, on se prépare à cette évacuation depuis déjà plusieurs années, on va dire depuis 1 an en tout cas, c'est le cas. Et donc les plans d'action sont déjà bien ficelés. Effectivement, on pourra les mettre en place dès que le besoin s'en fera sentir, que ce soit au niveau des expulsions si elles ont lieu ou que ce soit au niveau du démarrage des travaux. Il y a des différents plans d'action comme le blocage de la région qui va être mis en place par des comités locaux. Je rappelle qu'il y a plus de 200 comités locaux en France qui soutiennent la lutte contre l'aéroport. Voilà, et puis sur le terrain, évidemment, des afflux de gens, je pense, qui seront nombreux. C'est vrai que c'est pas intéressant d'en prendre plein la tronche comme aujourd'hui, surtout que habituellement c'est 90% de chances de gagner. Là, on est dans les 10% d'avoir perdu et c'est pas normal, quoi. Et on voit bien que c'est les politiques qui sont derrière qui ont fait basculer la chose. Ça peut pas être autrement. Chaque jour, ils sont près de 40 000 à emprunter la ligne 4, 7 km de trajet entre Vertou, Saint-Sébastien et Nantes. Chez les voyageurs, l'argument numéro 1, c'est la fréquence de passage. C'est pratique, c'est très fréquent, c'est régulier. Les jours de la semaine, ça veut dire que c'est toutes les 3-4 minutes. Oui, moi j'aime bien parce qu'il y en a souvent et on n'attend pas trop longtemps. Oui, c'est comme le tramway, pareil, il n'y a pas de problème. Le Busway est quand même victime de son succès. En 10 ans, il est entré dans le paysage urbain et aussi dans les habitudes quotidiennes. Du coup, aux heures de pointe, ça se bouscule au portillon. Quand je termine le travail à 17h, c'est bondé. Des fois, on peut même pas rentrer en fait, donc on est obligé d'attendre le suivant. Mais hormis ça, c'est normal. Hein, même le tram, il est bondé le matin à 8h et l'après-midi à 17-18, donc on n'y peut rien. Aujourd'hui, impossible d'augmenter les cadences. Dans le meilleur des cas, c'est un Busway toutes les 2 minutes et demie et c'est le maximum. Alors la TAN travaille sur une autre solution, augmenter la taille des véhicules. On a donc l'ambition, avec Nantes Métropole, de passer à des véhicules de plus grande capacité, donc des véhicules de 24 mètres, qui permettront en gros de transporter 30 à 35% de personnes en plus. Donc c'est bien ça le problème du Busway aujourd'hui, c'est son succès. Ces nouveaux Busway seront électriques. Les premiers voyages sont prévus pour 2018. Dans 2 ans, il y aura également du nouveau dans les parkings relais. Celui de Vertou va passer de 500 à 1000 places, car lui aussi affiche souvent complet. Sur le chantier, les ouvriers mettent les bouchées doubles. À l'extérieur comme à l'intérieur, le musée des Arts commence à montrer son nouveau visage. On va avancer pour découvrir, comme les visiteurs le feront, une galerie d'art ancien. Depuis 6 ans, le musée se transforme et s'agrandit. Le projet, confié à des architectes britanniques, repose sur un dialogue entre l'ancien et le nouveau.
Et le trait d'union, le voici, c'est le cube. Il fait le lien entre le palais historique et l'extension flambant neuve. Le dialogue entre l'ancien et le nouveau, c'est quelque chose que notre agence a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. En Angleterre, les gens sont très friands de vieilles pierres, comme vous pouvez l'imaginer. Donc pour nous, il y a un respect aussi du lieu qui est très important. Et on voulait faire un projet nantais, on ne voulait pas faire une architecture qui soit une architecture internationale. Pour nous, ce projet-là avec lequel on a travaillé avec la ville, c'est lié à Nantes. Ce n'est pas un projet qu'on aurait fait ailleurs. C'est vraiment les matériaux, le choix est unique par rapport à ce contexte-là. Pour les visiteurs, l'équipe du musée promet une expérience nouvelle. On parle d'une sensation de bien-être inédite pour redécouvrir la richesse des collections. De l'art ancien à l'art contemporain, il y a en tout 12 000 œuvres. Nous ne savons pas encore exactement ce que c'est qu'un musée du XXIe siècle. Ce qui est certain, c'est que c'est un musée qui fait dialoguer l'art d'aujourd'hui et l'art d'hier, et qui s'ouvre le plus largement possible au public avec des moyens parfois un petit peu différents. Un peu moins un musée de l'éducation et un peu plus un musée de l'expérience. Encore quelques mois de patience avant de pouvoir appréhender ce musée du XXIe siècle. Il ouvre ses portes le 23 juin. Rien n'empêche juridiquement un début des travaux dès cet automne. Pour autant, il faudrait alors évacuer la ZAD, ou du moins sécuriser les zones de travaux. Les anti-aéroports ont montré qu'ils étaient prêts à se mobiliser. De son côté, Manuel Valls a réaffirmé ce mardi à l'Assemblée nationale la détermination de l'État. Le peuple a parlé, la justice aussi, l'État de droit également. Donc tout simplement la démocratie, et désormais chacun doit respecter ce choix. L'État va donc poursuivre ses préparatifs de reprise des travaux afin que ceux-ci interviennent dès que possible. Seule ombre au tableau, la Commission européenne a envoyé à la France une mise en demeure pour non prise en compte des conséquences environnementales des infrastructures qui devront être construites pour la desserte de l'aéroport. La France s'est engagée à y répondre par la révision du schéma de cohérence territoriale Nantes-Saint-Nazaire, qui ne sera pas adopté avant janvier 2017. Dans le même temps, la déclaration d'utilité publique arrive à échéance en février 2018, et si rien n'a été entrepris d'ici là, certaines expropriations risquent d'être invalidées et c'est tout le dossier qui repartira de zéro. La première, renforcer la coordination et le dialogue entre police municipale et police nationale. La deuxième, plus précise, l'interopérabilité notamment des radios pour permettre d'avoir toutes les informations pour aider à la sécurité. La troisième, l'équipement de nouveaux gilets pare-balles qui à la fois amélioreront les conditions de travail des agents et qui aussi seront visibles et qui participeront donc plus globalement à un climat de sérénité et de respect. Autre proposition, la capacité pour les équipes de pouvoir avoir recours au bâton télescopique qui est un équipement en cas de montée de l'agressivité. Enfin, dernière proposition, la possibilité en équipement collectif de pouvoir avoir recours à ce qu'on appelle les lanceurs de balles d'alerte. L'idée, ce n'est pas que chaque agent puisse en avoir d'un point de vue individuel, c'est que dans le coffre de la voiture des équipages, pour être concrète, quand il y a beaucoup de tension, de l'agressivité, un encerclement, ce soit une possibilité pour les équipes. Ce mercredi, les proches de Marion restent une fois de plus dans l'attente de réponses. Devant les jurés de la Cour d'assises de Loire-Atlantique, Yannick Luende-Botelho reste mutique. Est-il conscient de ses actes ou sous l'emprise de la folie? Même en cette fin de procès, quand les débats tournent autour de sa responsabilité pénale, l'accusé reste enfermé dans le silence. Nous n'avons eu aucune réponse. Nous avons eu des postures de quelqu'un qui est parfaitement conscient de ce qui se passe, parfaitement conscient de ce qu'il a fait. Et pour ma part, j'ai des clients, une famille, dans une souffrance infinie, dont j'ai essayé de parler à la Cour pour que celle-ci l'entende. Nous avons tous les points et tout ce qu'il faut pour que sa responsabilité soit reconnue. Tout. Et en 4 ans et demi de suivi de ce dossier, je n'ai pas un seul jour douté de la responsabilité pénale de M. Luende-Botelho. Il est responsable du calvaire qu'il a fait vivre à Marion. Le verdict est attendu dans les prochaines heures. C'était un verdict très attendu. Après plus de 8 jours d'un procès éprouvant, c'est un vrai soulagement pour la famille de Marion. Maintenant, on est vraiment soulagés et j'espère pour elle que si elle nous voit de là-haut, elle y pense, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Il n'y a que ça qui peut nous faire aller mieux déjà.
Et on n'imaginait pas autre chose. Je crois qu'on serait tombé par terre s'il y avait autre chose. Elle mérite au moins ça. On lui doit au moins ça. Pendant les 8 jours de procès, le débat s'est concentré sur la responsabilité pénale ou non de Yannick Louendé-Botelho. Finalement, la cour d'assises a estimé que l'accusé était atteint d'un trouble psychique ayant altéré son discernement, mais sans accorder une diminution de peine. Il a fallu 4 expertises, il a fallu des audiences, il a fallu une famille qui tenait bon dans les moments les plus rudes pour que cette décision soit rendue. Et c'est à elle que je pense d'abord. Yannick Louendé-Botelho est donc condamné par la cour d'assises de Nantes à la perpétuité réelle, avec une peine de sûreté de 30 ans. Aucune réduction de peine ne pourra donc être accordée. Une condamnation rarissime, mais sans surprise pour les avocats de la défense. C'était évidemment préparé à un tel verdict, puisque c'était la peine qui était requise par l'avocat général. On avait évidemment espoir que la décision soit tout autre, compte tenu des arguments qu'on avait présentés. Yannick Louendé-Botelho a désormais 10 jours pour faire appel. Pour le moment, il n'en a pas exprimé le souhait. Nous sommes en 1971. L'ancien quartier du Marchis, l'actuelle place de Bretagne, est alors en pleine mutation. Un grand chantier de rénovation qui va prendre un tournant spectaculaire. C'est le début de la construction de la Tour Bretagne. Commandée par le maire d'alors, André Maurice, elle est imaginée par l'architecte Claude Devorcine. Le paysage nantais va alors profondément changer avec cette tour de 144 mètres de haut. Elle va dominer toute la ville et susciter pas mal de critiques du côté des Nantais, car ces 32 étages ne plaisent pas à tout le monde, et surtout pas à l'écrivain Julien Gracq, qui l'a décrit plantée toute seule agressivement, comme le pieu de Dracula au cœur de cette ville vampirique. Un monstre de 80 000 tonnes de béton et d'acier qui est inauguré le 18 novembre 1976. Les débuts sont difficiles, la Tour Bretagne est boudée par les entreprises et les commerces en raison de ses loyers trop élevés. Et pourtant, elle va peu à peu s'imposer et séduire les nouvelles générations. Aujourd'hui, elle est même au top de la hype grâce au Nid, son bar perché tout en haut. Et puis l'histoire de la Tour Bretagne a également été marquée par des exploits techniques tout d'abord, avec ce spectaculaire héliportage en novembre 2014. Des exploits sportifs également, à l'occasion de la Tower Run en juin dernier, 800 coureurs sont partis à l'assaut de ces 700 marches. Et puis en 2012, un parachutiste saute du sommet de la tour, une opération aussi spectaculaire qu'illégale. Aujourd'hui, la Tour de Bretagne est un phare dans le paysage nantais, qui l'aurait cru il y a 40 ans.